bonjour à tous. Merci beaucoup de porter de l'intérêt pour ce webinaire qui est donc le cinquième organisé par le GISOMER depuis l'année dernière. Le concept de ce webinaire, c'est de mettre en avant, de restituer des résultats d'études en sciences humaines et sociales sur les aires marines protégées, tout espace protégé côtier et marin. Aujourd'hui, on accueille Colline Stéphan, qui est donc géographe à l'Université de La Réunion et qui termine aujourd'hui donc son stage avec la réserve naturelle marine de La Réunion, co-encadré du côté de la réserve par Anne-Laure Clément, et qui va donc nous présenter les résultats de son travail sur la perception de la réserve par les usagers, dans le but d'éventuellement trouver des pistes d'amélioration pour une meilleure gestion. La parole est à toi, Colline. Juste peut-être dire qu'il y aura donc un moment d'échange et de questions possibles suite à la présentation, mais vous pouvez d'ores et déjà poser des questions, faire des remarques dans le chat si vous voulez. Pensez bien à éteindre vos micros pour pas trop interférer pendant la présentation, mais ensuite vous pourrez bien sûr les allumer pour prendre la parole et poser des questions. Merci beaucoup et à toi, Colline. Merci Marie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie pour l'invitation et merci à vous de participer à ce webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Pauline Stéphan. Je suis actuellement en fin de Master 2 Géographie, Aménagement, Environnement et Développement à l'Université de La Réunion. Et je viens donc tout juste de finir mon stage de fin d'études à la Réserve naturelle marine de La Réunion, durant lequel j'ai réalisé une enquête de perception auprès du grand public, des professionnels et des scientifiques. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de cette enquête afin de déterminer les pistes d'amélioration pour une meilleure gestion de la réserve naturelle marine de La Réunion. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter en introduction le cadre de l'enquête, les objectifs, le terrain d'étude et le profil des enquêtés. Puis, je vous présenterai donc les résultats concernant la perception du milieu, de la gestion et des réglementations par les usagers. En seconde partie, je vous ferai part des résultats concernant la perception du zonage et des zones de protection intégrale par les usagers. Et pour finir, je reviendrai plus en détail sur la perception selon chaque type de profil enquêté. Donc, avant de vous présenter ces résultats, je vais d'abord vous présenter la réserve naturelle marine de La Réunion en quelques mots pour une mise en contexte. Donc, La Réunion est une île volcanique avec une superficie de 2512 km², située dans l'archipel des Mascareignes dans l'océan Indien. On compte le 1er janvier 2024 près de 886 000 habitants. Et d'après l'INSEE, la population augmente de 0,4% en moyenne par an depuis 2015. En 2023, il y a eu près de 556 000 touristes. Et donc, c'est un chiffre qui ne cesse de grandir depuis la fin de la crise sanitaire. La Réunion est connue donc pour ses cirques, son relief escarpé très apprécié des sportifs, mais aussi pour ses lagons et ses plages. Donc les récifs coralliens à la Réunion ne sont présents que sur la côte ouest et sud-ouest de l'île, donc sur 25 km² environ, kilomètres. Pardon. Donc ils vont du Cap Laoussé jusqu'à Grand-Bois dans le sud de l'île. Les récifs coralliens donc, sont une source de vie, un lieu de biodiversité et la barrière de corail permet une réelle protection pour le littoral réunionnais qui peut être soumis à de nombreux aléas. Donc, depuis les années 70, des dégradations biologiques sont observées par les scientifiques et le taux de recouvrement des coraux vivants est en baisse. Commence alors dans les années 80 une sensibilisation du public et une mise en place d'outils de protection. Mais il faut attendre les années 90 pour que le concept de parc marin à La Réunion voit le jour. Donc, c'est en 1997 que l'association du parc marin de La Réunion est créée afin de faire face aux dégradations observées. Puis ce n'est que 10 ans après, donc le 21 février 2007, que le groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion, donc le GIP RNMR, est créé. Les missions principales de cette réserve sont donc de protéger, de surveiller, de conserver, d'étudier, de partager et de sensibiliser sur l'état des récifs coralliens et sur le patrimoine naturel marin présent à La Réunion. Donc, en quelques chiffres, la réserve elle a une superficie de 3500 hectares allant du Cap Laoussé jusqu'à La Roche-aux-Oiseaux, à La Roche-aux-Oiseaux sur la commune de l'Étang Salé.
Et donc, elle recouvre environ 44 km de linéaires côtiers, dont 20 km de barrières coralliennes. Donc, 80% des récifs coralliens à La Réunion sont donc protégés par cette réserve. La réserve, elle comprend 3600 espèces marines, dont 185 espèces de coraux durs, 201 espèces d'échinodermes, 1345 espèces de mollusques et 1127 espèces de poissons. Donc, sur cette réserve, après, il existe plusieurs niveaux de protection. On a tout d'abord les zones de réglementation générale, donc qui concernent tout le périmètre de la réserve. Ensuite, on a les zones de protection renforcée, qui représentent 50% de la superficie de la réserve. Et pour finir, on a les zones de protection intégrale, donc dites les zones sanctuaires, qui sont les zones où toute activité humaine est interdite afin de permettre à la biodiversité de se régénérer et de constituer des réservoirs biologiques. Et donc, ces zones-là, elles représentent 6% de la superficie de la réserve. Donc, la réserve souhaite répondre à différentes problématiques comme la dégradation de l'écosystème récifal, la diminution de l'abondance et de la diversité des poissons, les pollutions des eaux, notamment sur les bassins versants, ou encore le phénomène érosif par la régression des plages coralliennes dans l'ouest de l'île. Les activités et usages sur la réserve sont nombreux et réglementés. Donc, il est possible de pratiquer du kayak, du paddle, du kitesurf, de la randonnée palmée ou encore de la pêche traditionnelle dans le lagon, et de pratiquer de la chasse sous-marine, de la plongée sous-marine ou autres activités nautiques hors lagon. Donc, le lagon réunionnais est donc un lieu de biodiversité marine convoité par de nombreux usagers. Qu'en est-il de leur perception? Donc, tout d'abord, cette enquête de perception, elle a été réalisée donc dans le but de comprendre et d'interpréter les connaissances sur les récifs coralliens et les opinions sur la réserve marine de la Réunion, donc en interrogeant le grand public, les professionnels et les scientifiques. L'objectif de l'enquête est d'améliorer la gestion, de renforcer les liens entre les usagers et les gestionnaires et de répondre à la stratégie nationale des aires protégées de 2030. Ce travail y répond à un des volets du projet Construit, donc qui signifie concertation pour une résilience et reconstruction des récifs coralliens. C'est un projet porté par la Réserve naturelle marine de la Réunion. Et je vais distinguer donc l'enquête auprès du grand public et des professionnels de l'enquête auprès des scientifiques, car elle n'a pas été effectuée au même moment. Donc, concernant l'enquête de perception auprès du grand public et des professionnels, elle a été réalisée sur une durée de 5 mois, donc de novembre 2023 à mars 2024, sous la forme d'un questionnaire en ligne via Google Forms. Le questionnaire comprenait une quarantaine de questions, il était accessible à tous et les données récoltées étaient anonymes. La méthode utilisée était l'enquête en face à face sur le terrain d'études, mais le questionnaire a également été diffusé en ligne via les réseaux sociaux de la réserve. Donc, sur un total de 300 réponses obtenues, 162 réponses ont été obtenues par la méthode de l'enquête en face à face, contre 138 qui ont été obtenues en ligne sans entretien direct. Concernant l'enquête de perception auprès des scientifiques, elle a été réalisée de la même manière via Google Forms. Elle était composée de 10 questions seulement et les réponses étaient également anonymes. Elle a été diffusée lors du forum scientifique le 28 juin 2023, puis les scientifiques ont été sollicités par mail jusqu'au 11 décembre 2023. Et donc, on a eu un total de 30 réponses concernant cette enquête. Alors, concernant le terrain d'études donc réalisé sur cette période de 5 mois, il a été délimité en 6 zones, donc en se basant sur le périmètre de la réserve. Donc, la zone 1, elle comprend, donc c'est tout ce qui est en rose. Donc, la zone 1, elle comprend le Cap Laoussé, Boucancano, la plage de Grand Fond et la plage des Aigrettes. Ensuite, on a la zone 2, qui est située sur la ville donc, de Saint-Gilles-les-Bains, donc qui comprend le port de Saint-Gilles, la plage des Brisants et la plage des Roches Noires. Ensuite, on a la zone 3, donc en vert, qui comprend la plage de l'Ermitage, la plage de la Saline et la plage du Trou d'Eau. Ensuite, la zone 4 en bleu, elle est située sur la commune des Trois Bassins, avec la plage de la Souris Chaude, le spot de Trois Bassins et la plage de la Ravine Trois Roches. Puis la zone 4 en violet, 5, pardon, située sur la commune de Saint-Leu, donc qui comprend la plage de la Pointe des Châteaux, la plage de Saint-Leu, le port de Saint-Leu et la Pointe aux Sel. Et pour finir, la zone 6, située sur la commune de l'Étang Salé,
et qui comprend donc la plage de l'étang salé et le bassin Pirol. Donc ensuite, les zones ont été regroupées en fonction de leur situation géographique pour une meilleure organisation. Donc c'est-à-dire que les zones 1 et 2 ont été combinées, ainsi que les zones 3 et 4 et les zones 5 et 6. Donc le terrain a été réalisé en tenant compte des zones, des mois et des jours pour une meilleure représentativité. Au total, donc on a eu 53 sorties qui ont été effectuées sur 48 jours. Les zones 1 et 2 et les zones 3 et 4 ont été parcourues 17 fois, tandis que les zones 5 et 6 ont été parcourues 18 fois. Et pour finir, au total, on a eu 34 matinées et 27 après-midi qui ont été effectuées pendant toute la durée du terrain. Concernant l'échantillon de l'enquête auprès du grand public et des professionnels, donc il est composé de 300 individus et les profils ciblés et déterminés dans le questionnaire sont donc le profil des résidents où on a eu donc 62,7%, le profil des touristes avec 23,3% et le profil des professionnels en lien avec la réserve avec 14%. Donc, au vu des résultats, la population réunionnaise, donc c'est-à-dire les résidents plus les professionnels, représente les 3/4 de l'échantillon. En ce qui concerne le genre, on a eu 152 femmes, 145 hommes et 3 personnes non binaires qui ont répondu à cette enquête. Ensuite, pour ce qui est des tranches d'âge, donc la plus représentée dans l'échantillon est celle des 40-49 ans avec 19,7%, suivie de celle des 50-59 ans avec 18,3% et des 30-39 ans avec 18%. En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, ce sont les cadres et les professions intellectuelles supérieures qui sont les plus représentées avec 20,3%, suivis de près par les employés avec 20%. Donc, les résultats des catégories socio-professionnelles sont en corrélation avec les tranches d'âge qui sont le plus représentées. En ce qui concerne les communes de résidence, ce sont celles de la Réunion, donc qui sont les plus représentées avec 77,7%. Et parmi les 24 communes de l'île, donc il y a 16 communes qui sont évoquées comme lieu de résidence, ce qui assure une représentativité assez significative de la population. Et donc, c'est plus précisément la commune de Saint-Paul qui est la plus souvent citée avec 80 individus y résidents. Concernant l'enquête auprès des scientifiques, la seule information professionnelle et personnelle requise est celle concernant leur domaine de recherche. Donc, sur les 30 réponses, seulement 3 ne traitent pas de la biologie et de l'écologie marine. Donc, on peut voir qu'il y a une réelle pluridisciplinarité des scientifiques interrogés avec donc notamment on peut avoir des sciences et vie de la terre, les sciences humaines et sociales, de l'aménagement du littoral, etc. Puis sur l'ensemble des 30 scientifiques ayant répondu, 14 d'entre eux n'ont jamais réalisé de travaux de recherche ou de suivi scientifique dans les zones de protection intégrale, contre 16 qui ont déjà pu le réaliser. Donc, dans cette partie, nous allons nous intéresser aux perceptions des enquêtés concernant le milieu environnant, la réserve marine à La Réunion, sa gestion et ses réglementations. Donc, les lagons présents sur l'île de La Réunion sont des espaces très appréciés par la population locale et les visiteurs. Et les plages sont des lieux de convivialité, de partage et de bien-être. Les lagons abritent une biodiversité marine extrêmement riche et sont protégés par une barrière naturelle de corail. Cette barrière corallienne joue un rôle essentiel en protégeant les juvéniles et diverses espèces marines, contribuant ainsi à la préservation de tout un écosystème. De plus, cette barrière protège également le littoral des menaces naturelles telles que la houle, les cyclones ou l'érosion. Afin de pouvoir continuer de jouir de ces espaces, souvent vus comme paradisiaques, il est primordial de connaître le rôle et le fonctionnement de ces écosystèmes afin de les préserver. Donc, comme nous pouvons le voir sur le graphique ici, pour 39,1% de la population enquêtée, les lagons représentent avant tout un lieu de grande biodiversité marine, mais qui est en danger avec le réchauffement climatique et les activités humaines. Seulement 11,2% des enquêtés pensent que les lagons sont une grande piscine naturelle sécurisée pour la baignade et les activités nautiques. Donc, ces espaces ne sont pas simplement des terrains de jeu, mais des environnements naturels extrêmement fragiles, souvent dégradés par l'activité humaine. Donc, on peut voir que les termes de biodiversité et de réchauffement climatique apparaissent comme familiers pour la majorité des individus interrogés.
Puis nous avons demandé à la population s'ils connaissaient la définition d'un récif corallien et s'ils connaissaient le rôle de la barrière de corail. Donc, ce qui est revenu le plus souvent est que pour eux, un récif corallien est un ensemble de coraux et que la barrière de corail sert avant tout à protéger. Donc, ces deux nuages de mots représentent ces résultats. Ensuite, les individus ont été invités à évaluer par eux-mêmes, à partir de leur observation et de leurs connaissances, l'état des récifs coralliens à La Réunion. Donc, selon 70% des individus, l'état des récifs coralliens à La Réunion est jugé comme dégradé, voire très dégradé, tandis que 24% estiment que leur état est moyen ou bon. Au niveau de la connaissance de la réserve, sur l'ensemble de la population enquêtée, 86,7%, donc ça représente 260 individus, savent qu'il existe une réserve naturelle marine à La Réunion. Et donc, parmi les 40 individus qui ne le savent pas, 12 sont des résidents et 27 sont des touristes. Donc, il est intéressant de noter que plus de la moitié des touristes enquêtés sont au courant de son existence, ce qui s'explique notamment par le fait que beaucoup d'entre eux ont déjà séjourné à La Réunion par le passé. Bien que la plupart des enquêtés sont conscients de l'existence d'une réserve naturelle marine, près de la moitié d'entre eux, donc 47,7%, ne sont pas au courant des réglementations et du zonage de la réserve. Donc, parmi eux, on compte 86 résidents, 55 touristes et 2 professionnels en lien avec la réserve. Ensuite, donc, pour ceux qui connaissent ces réglementations, 40,8% estiment que ces réglementations ne sont pas suffisantes, tandis que 27% pensent qu'elles le sont. 17,2% les jugent bien adaptées et 6,3% estiment qu'elles sont trop strictes. Donc ensuite, on leur a demandé de citer des exemples de réglementations pour ceux qui avaient répondu qu'ils connaissaient le zonage et les réglementations. Donc comme on peut le voir sur cette illustration, ces exemples concernent principalement les zones de protection intégrale avec 35,8% des réponses. Mais ces exemples concernent aussi la réglementation générale, la pêche, les activités nautiques et les cétacés. Mais à noter que la réglementation concernant les cétacés ne fait pas partie des réglementations de la réserve marine. Ensuite, au niveau de l'impact de la réserve marine, selon plus de la moitié de la population enquêtée, la réserve marine a un impact positif, voire très positif, sur les écosystèmes marins. Les individus qui affirment que la réserve n'a pas d'effet ou au contraire un effet négatif sur les écosystèmes marins expliquent cela par le fait qu'ils ne constatent aucune amélioration de l'état des récifs coralliens à La Réunion. En ce qui concerne l'impact de la réserve sur l'économie locale, les individus perçoivent moins d'effets positifs par rapport à son impact sur les écosystèmes marins, mais la réserve a tout de même un impact positif sur l'économie, notamment par le tourisme présent sur la côte ouest de l'île. Donc, si les impacts de la réserve sur les écosystèmes marins et l'économie locale sont majoritairement perçus comme positifs par les individus, 63% estiment que les réglementations ne sont pas respectées par l'ensemble de la population et 73,7% jugent nécessaire d'avoir une surveillance renforcée de la réserve. Et enfin, presque la totalité, donc 92% des enquêtés, sont également d'accord sur le fait que la réserve devrait communiquer davantage sur ses missions, sur les réglementations mises en place et sensibiliser davantage la population. En ce qui concerne la communication de la réserve, notamment à travers les panneaux d'information et de sensibilisation installés aux abords des plages et des ports, 74,9% des individus affirment les avoir déjà vus au moins une fois. Et pour finir, d'après eux, donc les 3 menaces qui pèsent le plus sur la réserve sont donc la pollution, qui a été mentionnée 220 fois, le piétinement des coraux, qui a été mentionné 189 fois, et le réchauffement climatique, qui a été mentionné 144 fois. Donc, concernant la pollution, cela englobe plusieurs types de pollution. Ce qui a été souvent cité, c'est notamment la crème solaire, les déchets, la pollution dans les ravines et sur le bassin versant, donc qui se déversent directement dans le lagon lors de fortes pluies. Donc, en résumé, concernant l'avis du grand public et des professionnels sur la réserve et leurs connaissances, plus de la moitié de la population enquêtée est consciente de l'existence de la réserve, mais la moitié ne connaît pas ses réglementations et son zonage.
La réserve est perçue comme un lieu de protection des espèces, bien que les réglementations ne soient pas jugées suffisantes, malgré leur impact plutôt positif sur les écosystèmes marins et l'économie locale. Donc, pour renforcer l'efficacité et le respect de ces réglementations par l'ensemble de la population, la réserve devrait intensifier ses efforts de surveillance, de communication et de sensibilisation afin de lutter contre la pollution et le piétinement des coraux, qui sont les deux grandes menaces. Concernant l'avis des scientifiques sur la réserve, donc nous leur avons demandé des points positifs et négatifs de la réserve. Donc pour eux, la réserve apparaît comme un bon outil de gestion qui permet une cohésion territoriale, un bon outil de préservation, de protection et de conservation des récifs coralliens qui permet ainsi de concilier pratique et préservation, de réguler les usages et d'améliorer les connaissances sur les récifs coralliens. Mais d'après eux, donc, il faudrait alors plus de sensibilisation régulière, plus de moyens financiers, humains et techniques, plus de communication avec le grand public, plus d'indépendance et de poids dans le décisionnel, plus d'intégration du continuum bassin versant au milieu marin, plus d'intégration dans les instances de gestion du territoire de la côte ouest et sud, et plus de surveillance. Alors, donc, dans cette partie, nous allons nous intéresser aux zones de protection intégrale, donc les ZPI, également connues sous le nom de zones sanctuaires, qui sont au nombre de 5 à La Réunion et qui sont délimitées par des balises jaunes visibles depuis la plage et la mer. Donc, bien que 47,7% des individus ne connaissent pas les réglementations de la réserve, 42% connaissent les zones de protection intégrale et 16,7% en ont déjà entendu parler. Par conséquent, il y a une légère baisse en ce qui concerne les individus qui connaissent le rôle de ces zones de protection intégrale, donc soit 38%. Cela signifie donc qu'ils savent que ces zones existent ou qu'il est interdit d'y accéder, mais ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi elles existent ni dans quel but elles ont été établies. Après leur avoir expliqué le rôle de ces zones pour ceux qui l'ignoraient, donc la grande majorité, 88,3% des enquêtés, considèrent que ces zones sanctuaires sont utiles pour la préservation de la biodiversité marine. Concernant les scientifiques, d'un point de vue général, 23 scientifiques sur 30 pensent que les zones de protection intégrale de la réserve ont un impact positif sur l'environnement marin. Et concernant l'impact de ces zones de protection intégrale sur les usages et les activités, 7 scientifiques ne se sont pas prononcés. 13 scientifiques pensent que l'effet est positif, contre 10 qui pensent que ces zones de protection intégrale ont un effet limité, nul ou négatif sur les usages et les activités. En ce qui concerne l'avis sur le zonage en général, donc sur le périmètre de la réserve ou encore sur les délimitations des différentes zones de protection, 57 individus n'ont pas souhaité donner leur avis car ils estiment ne pas avoir les connaissances suffisantes pour y répondre. Et ceux ayant répondu ont fait des remarques positives, comme par exemple bien répartis, bien adaptés, bien délimités, bien pour préserver la biodiversité marine et les récifs, cohérent, compréhensible, logique, indispensable, très utile, etc. Mais les remarques négatives sont également présentes, avec comme par exemple trop restreint, trop concentré dans l'Ouest, trop complexe, illogique, inexistant, illisible, mal fait dès le départ, mal identifié, pas assez strict, pas assez visible, etc. En ce qui concerne l'avis sur les zones de protection intégrale, donc sur leur taille, leur emplacement et leur nombre, il ressort, donc là c'est sur l'emplacement et le nombre et là c'est sur la taille. Donc il ressort principalement que ces zones de protection intégrale sont jugées trop petites, donc ça a été cité 140 fois, et insuffisantes, cité 86 fois. Ainsi, 175 individus estiment que les zones de protection intégrale devraient être agrandies, tandis que 20 individus pensent qu'elles devraient être à la fois agrandies et déplacées. Concernant les scientifiques, 19 scientifiques sur 30 sont d'accord sur le fait que ces zones de protection intégrale sont trop petites. Aucun d'eux ne pense qu'elles sont trop grandes. Par conséquent, ils sont 8 à penser qu'elles sont mal positionnées et 6 qu'elles sont trop éloignées. Donc, les scientifiques pensent également qu'il faudrait augmenter les superficies des zones déjà existantes.
En plus de cela, il faudrait aussi créer de nouvelles zones ou alors déplacer certaines zones, ou bien encore en supprimer, mais en augmentant considérablement la superficie de celles gardées. Et pour le grand public et les professionnels, si des modifications doivent être apportées aux zones de protection intégrale, il serait nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs, dont la présence d'une ou plusieurs espèces rares, donc ça a été cité 195 fois, la présence de récifs en bon état, cité 161 fois, et la forte activité de braconnage, cité 137 fois. Donc, en revanche, la faible fréquentation d'un site et l'absence de risque de conflit d'usage ne sont pas des critères prioritaires pour établir les zones de protection intégrale. En effet, donc, la forte fréquentation d'un site peut justifier la création d'une zone sanctuaire, car cela permettrait de réduire l'affluence et de mieux sensibiliser la population à l'importance de la préservation de l'environnement marin. Si des modifications doivent être apportées au zonage et aux zones de protection intégrale, 47% des individus estiment que certaines zones mériteraient une protection. Donc, comme par exemple, on peut le voir sur la liste présente des zones citées. Donc, on a tout d'abord Saint-Pierre qui a été cité 139 fois, l'ensemble des récifs coralliens à La Réunion qui a été cité 19 fois. Et donc ensuite, on a l'ensemble de l'île à l'Ermitage, au Cap-Laoussé ou encore à Saint-Lô. Donc, en résumé, bien que le rôle des zones de protection intégrale soit mal connu, la plupart des individus estiment qu'elles sont utiles pour la préservation de la biodiversité marine. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'il est Charger nécessaire de l'appli les et puis agrandir ça marche. et d'en créer de nouvelles, car elles sont jugées trop petites et insuffisantes. Ces extensions devraient être planifiées en tenant compte de la présence d'espèces rares à protéger, de la santé des récifs et de la lutte contre le braconnage. Donc, dans cette dernière partie, je vais revenir sur les perceptions des trois types de profils que nous avons ciblés, donc c'est-à-dire les résidents, les touristes et les professionnels en lien avec la réserve. Donc, la collecte des données auprès des résidents et des touristes s'effectuait de manière similaire, à la fois sur le terrain et via la diffusion de l'enquête en ligne. Pour obtenir les données des professionnels, une approche plus ciblée a été nécessaire, impliquant des rencontres directes sur le terrain ainsi que des contacts par mail et par téléphone pour solliciter leur participation à l'enquête. Donc, l'analyse de ces trois profils nous permet de mieux comprendre les habitudes, les attentes de chaque groupe et d'identifier les conflits d'usage potentiels ou existants. Donc, tout d'abord, parmi les 188 résidents enquêtés, 41 sont originaires de La Réunion, donc ils y habitent depuis toujours, et 73 individus y habitent depuis plus de 10 ans. Donc, cela signifie que sur les 188 résidents interrogés, à peu près 114 individus ont vécu la création de la réserve ainsi que l'évolution de l'état des récifs coralliens à La Réunion. Seuls 74 individus environ n'ont pas connu la création de la réserve. Donc, concernant leurs habitudes, la plupart viennent au moins une fois par semaine sur les plages de la réserve marine. Et les trois plages les plus fréquentées sont la plage de l'Ermitage, la plage de la Saline, située sur la commune de Saint-Paul, et la plage de Saint-Leu. 62,2% pratiquent des activités nautiques ou de loisirs dans la réserve ou en dehors du lagon. Et les trois activités les plus pratiquées par les résidents sont la randonnée palmée, la plongée sous-marine et la baignade. Concernant leur sensibilité à la préservation des récifs coralliens, 76,6% des résidents affirment qu'ils font toujours attention à la préservation des récifs lorsqu'ils viennent, tandis que 22,9% essayent de le faire. Au niveau de l'impact de la réserve sur leurs activités, 46% des résidents estiment que la réserve a un effet positif, voire très positif pour eux, tandis que 43,3% estiment que le fait qu'il y ait une réserve n'a pas d'impact particulier pour leurs activités. En termes de conflits avec les autres usagers, peu de résidents en rencontrent, seulement 27,2%. Et les conflits d'usage cités sont souvent liés au non-respect de la réglementation et de l'environnement, comme le piétinement des coraux, le dérangement des espèces, ou alors des conflits avec les braconniers, mais également avec les différents usagers de la mer, comme les kitesurfers, les surfeurs, les pêcheurs ou encore les plongeurs. Pour finir, au niveau de l'impact de leurs activités sur les récifs coralliens, parmi les 188 résidents, 80 pensent que leurs activités ont un impact sur les récifs coralliens, donc un impact qui soit positif ou négatif.
et 89 résidents pensent que leurs activités n'ont pas d'impact sur les récifs coralliens. En résumé, la majorité des résidents enquêtés sont des individus connaissant la réserve, notamment ceux originaires de l'île ou y résidant depuis plus de 10 ans. Parmi ceux qui ne connaissent pas la réserve, la plupart sont des résidents arrivés récemment, avec quelques exceptions. La fréquentation des plages de la réserve et la pratique d'activités nautiques sont corrélées au niveau de la connaissance de la réserve marine. Cependant, la connaissance du zonage et des réglementations reste variable. Ensuite, parmi les 70 touristes interrogés, 43 d'entre eux déclarent que ce n'est pas la première fois qu'ils effectuent un séjour à La Réunion. Donc, pour une grande majorité des touristes interrogés, ce sont donc des habitués des lieux, notamment avec 5 anciens résidents, 8 individus qui viennent une fois par an à La Réunion et 8 individus qui sont venus 10 fois ou plus sur l'île. Pour la moitié des touristes, leur durée de séjour est comprise entre 2 et 3 semaines. Mais parmi tous ceux interrogés, la durée du séjour peut aller d'une semaine minimum jusqu'à 16 semaines maximum. Globalement, les touristes viennent régulièrement sur la plage durant leur séjour, avec 24 individus qui viennent tous les jours. Et lorsqu'ils viennent, 44 d'entre eux pratiquent souvent ou parfois des activités nautiques, principalement de la randonnée palmée, des sorties en mer pour observer les cétacés et de la plongée sous-marine. Concernant leur sensibilité à la préservation des récifs coralliens, 55 d'entre eux affirment qu'ils font toujours attention et 11 touristes essayent de le faire. Donc en majorité, entre les résidents et les touristes, ils sont d'accord pour dire que la préservation des récifs coralliens est la responsabilité de chacun. Pour finir, au niveau de l'impact de leurs activités sur les récifs coralliens, parmi les 70 touristes, 35 estiment qu'elles n'ont pas d'impact et 28 pensent le contraire. En résumé, nombreux sont ceux qui sont des habitués des lieux et fréquentent les plages de l'Ouest, pratiquant souvent des activités nautiques. Cependant, un manque de connaissance du zonage et des réglementations est observé chez eux. Seulement 15 touristes enquêtés sur 70 ont ces connaissances. Et pour finir, parmi les 42 professionnels en lien avec la réserve qui ont souhaité donc répondre à cette enquête, donc on a eu plusieurs types de professions, comme des chercheurs scientifiques, des moniteurs de surf ou de paddle ou de kayak, des loueurs de planches de surf, de kayak ou de paddle, des prestataires d'excursions en mer, des loueurs de bateaux, des moniteurs de plongée sous-marine et des prestataires pour des randonnées palmées. Donc, tous confirment qu'ils sensibilisent leurs clients et les membres au respect de la réserve marine, dont 40 qui le font constamment et 2 qui le font parfois. Au niveau de l'impact de la réserve sur leurs activités, sur les 42 professionnels interrogés, 34 estiment que la réserve a un effet positif, voire très positif, sur leurs activités. En termes de conflits avec les autres usagers, seulement 14 professionnels sur 42 rencontrent des conflits avec les autres usagers. Les raisons des conflits sont du même type que celles évoquées pour les résidents. Et pour finir, au niveau de l'impact de leurs activités sur les récifs coralliens, parmi les 42 professionnels, 26 pensent qu'elles ont un impact et 13 pensent le contraire. Au total, pour toute la population enquêtée, donc les résidents, les touristes et les professionnels, 134 individus pensent que leurs activités ont un effet sur les récifs coralliens, contre 137 qui pensent le contraire. Les professionnels ont également été interrogés pour connaître leurs besoins en termes de documentation de la réserve et leur avis concernant la création d'un label de la réserve marine pour les professionnels. Donc, la grande majorité souhaite disposer de documentation sous forme numérique, de visuels plastifiés ou encore de plaquettes immergeables concernant la biodiversité marine et la réglementation de la réserve. Et concernant le label, il apparaît comme une bonne idée pour 22 professionnels. 7 sont plutôt sceptiques à cette idée et 6 ne voient pas cela comme quelque chose de nécessaire et d'utile. Donc, en résumé, la grande majorité des professionnels connaît le zonage et les réglementations de la réserve, ce qui est lié au fait qu'ils ont été sensibilisés par la réserve au préalable, et seuls 2 individus ont affirmé ne pas connaître le zonage et les réglementations de la réserve. Donc, pour conclure, l'existence de la réserve marine est largement connue du grand public et des professionnels enquêtés,
mais les différentes zones de protection, le périmètre de la réserve et les réglementations concernant les activités nautiques, le comportement à éviter ou encore la pêche apparaissent floues pour beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi plus de la moitié estiment que les réglementations ne sont pas assez respectées, principalement en raison d'un manque de connaissances. La population locale est consciente et observe une dégradation de l'état des récifs coralliens à La Réunion. Toutefois, une augmentation de la biomasse a également été observée par certains individus. Les causes et les menaces de ces dégradations sont également bien connues du grand public, donc les différents types de pollution, la gestion du bassin versant, le réchauffement climatique ou encore les comportements non respectueux de l'environnement. La réserve marine joue un rôle crucial dans la protection de la biodiversité marine à La Réunion, mais les effets escomptés ne sont pas encore pleinement réalisés. C'est pourquoi l'ensemble de la population, les gestionnaires et les politiques doivent redoubler d'efforts pour créer une véritable conscience collective. Ce rapport d'enquête de perception permet alors d'évaluer la possibilité de modifier le zonage de la réserve. Il apparaît évident que les réglementations actuelles ne sont pas suffisantes pour 40% de la population enquêtée et que les zones de protection intégrale sont considérées comme trop petites et peu nombreuses. Par conséquent, plusieurs individus sont conscients de la difficulté de remodeler ces espaces, car il est essentiel de prendre en compte les besoins et les opinions de tous les usagers, nécessitant ainsi un consensus primordial. Pour finir, la perception de la population locale joue un rôle essentiel dans la gestion des aires marines protégées. Et en tant que partie prenante directement affectée par les décisions et les politiques environnementales, leur compréhension, leurs préoccupations et leurs opinions euh, fournissent des perspectives précieuses pour une gestion efficace et durable et pour une acceptation des mesures de protection. Voilà, merci pour votre écoute et si vous avez des questions. Bien, merci beaucoup, Colline, pour cette présentation. Et donc, effectivement, Anne-Laure Clément est aussi présente pour ce webinaire. Donc, si vous avez des questions à poser, des réactions suite à cette présentation, je ne vois pas de réaction pour l'instant dans le chat, mais est-ce que certains voudraient prendre la parole? Je ne vois pas de main levée non plus. Moi, j'ai une première question, peut-être en attendant que d'autres émergent. Donc, tu as montré qu'il y avait un besoin de communication, à la fois pour le grand public et de la part des professionnels en termes de support aussi à fournir à leurs clients. Est-ce que du coup, la réserve a déjà en tête des projets pour développer ça et répondre à ces attentes? Il faut rallumer votre micro, par contre. Ouais. Bon, je suis à côté de vous. Donc oui, bonjour. Ben, oui, la réserve a déjà produit un bon nombre d'outils et de supports de communication qui sont distribués au grand public, mais également aux professionnels. Alors c'est vrai que ça varie en fonction de leur type d'activité, mais voilà, on s'est rendu compte qu'ils étaient plus sur le dématérialisé aujourd'hui et sur des supports pérennes, on va dire, voilà, pas de papier. On est vraiment dans une mouvance, moins de papier qui peuvent s'envoler, qui peuvent finir dans la mer. Donc là, on réfléchit, alors notre sensibilisation se fait beaucoup auprès des scolaires, c'est notre cible prioritaire, on va dire, et des professionnels aussi. Et c'est voilà, à moduler en fonction de leurs clients, de leurs attentes. Donc c'est vrai que les plaquettes immergeables avec les espèces, c'est quelque chose qui nous est souvent demandé. On a déjà des posters avec les espèces marines qui peuvent rencontrer à La Réunion. On a aussi des fascicules par activité qui respectent la réglementation, mais on s'en doutait, et le travail de Colline le confirme. Le zonage et la réglementation est très complexe à la réserve marine. Il y a des superpositions par type d'activité, par secteur. Même nous, on a du mal des fois à y voir clair. Donc, on comprend que ça soit difficile pour quelqu'un qui n'a pas le nez et qui n'est pas tout le temps sur le terrain pour s'y retrouver, sachant que si le balisage n'est pas forcément toujours là, parce que quand on fait face à des cyclones ou des tempêtes, bah, des fois, on a quelques balises et bouées qui s'en vont. Donc après, voilà, il y a une certaine période où bah, faut pouvoir exercer son activité sans forcément des repères, le temps qu'elle soit remise en place. Mais voilà, cette enquête nous a permis de voir un petit peu plus clair
Aussi par rapport au niveau des panneaux d'information, il y en a énormément qui ont été placés sur tout le pourtour de la réserve et on s'est rendu compte que il y avait pas mal de personnes qui ne les voyaient pas ou qui sont passées devant mais sans forcément prêter attention parce qu'il y a il y a beaucoup d'informations dessus. Les cartes sont toujours pas très lisibles parce que la réglementation est très complexe. Donc tout ça, c'est des pistes d'amélioration pour nous et à se rapprocher justement des usagers pour voir un petit peu par type d'activité ou par secteur, qu'est-ce qui pourrait être fait. Là, en ce moment, on travaille avec les kitesurfers, justement, sur une zone qui leur est dédiée dans la réserve et où il y a des conflits d'usage sur cette zone entre les baigneurs et les kitesurfers et les randonnées palmées pour essayer de clarifier un petit peu visuellement la réglementation pour que chacun puisse poser sa serviette sans risque sur la plage, pouvoir décoller et atterrir aussi depuis la plage. Donc, c'est assez intéressant tous ces résultats d'enquête. Merci pour cette réponse. Effectivement, ça donne des pistes d'action à mener, c'est sûr. Il y a Laurie Lefebvre de l'UICN qui demande s'il y a des documents à partager liés aux résultats de ton enquête, Colline. Est-ce qu'il y a des choses qui seront partageables, transmissibles Oui, j'ai fait un rapport global avec l'enquête donc sur les résidents, les touristes et les professionnels. Et j'ai rajouté aussi le rapport sur les scientifiques. Donc après, à voir quand il sera. Voilà, alors il y aura le rapport, bien sûr, de stage de Colline, mais bon, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, beaucoup de graphes. Donc, je pense que la réserve pour justement le grand public et toutes les personnes qui ont participé et qui aimeraient avoir un retour justement de cette enquête de perception. Donc, on va travailler à, je pense, un petit document visuel de synthèse qui reprend un petit peu les grandes idées qui ressortent pour, voilà, pour diffuser de manière, on va dire, globale au grand public. Et puis après, ceux qui souhaitent avoir plus de détails aussi le questionnaire, les questions qui ont été élaborées pour ce travail pour être diffusées à la demande sur le site internet de la réserve. Ok. Et ensuite, je vois plusieurs questions plutôt techniques sur la passation de l'enquête. La première de Nolwenn Solsona de la réserve de Saint-Brieuc et de Vivermorand Nature qui pose la question de comment a été diffusée l'enquête et le lien d'enquête Google Form en ligne. Colline, est-ce que tu peux répondre? Alors, en ligne, ça a été diffusé via le Facebook et l'Instagram de la réserve. Voilà, tout simplement, Audrey a fait un post en mettant le lien du Google Form pour que tout le monde puisse. Oui, après, ça a été aussi relayé sur les réseaux sociaux de nos partenaires et puis des personnes qui suivent les comptes de la réserve. Et aussi, on avait il y avait un QR code associé à ce formulaire et on l'avait distribué à tous les professionnels, par exemple sur le port de Saint-Gilles, lors du forum scientifique, par exemple à l'Aquarium de la Réunion, à Kélonia, sur certains sites, on va dire, qui amènent du passage. Voilà, on avait Les restaurants aussi des sur la restaurants. plage, les hôtels. Pour essayer de toucher le plus de monde possible. Et du coup, ça me fait rebondir sur la question de Gilbert David là, qui demande si comment vous avez sélectionné les personnes enquêtées. Est-ce qu'il y a eu un échantillonnage? Enfin, comment vous avez procédé sur est-ce que vous avez ciblé plus certaines activités que d'autres, etc. Donc c'est ça la deuxième question de Gilbert David. Non, en termes de résidents et de touristes, on ciblait vraiment toute la population, hein. Il n'y avait pas de. Non. Après, au niveau des professionnels, c'était ceux qui travaillaient directement sur la réserve marine qui étaient euh, sollicités. Alors, c'est vrai que le questionnaire, c'était une quarantaine de questions, donc ça prenait un petit peu de temps. Donc, les enquêtes elles ont été faites principalement sur la plage par Colline en allant voir les personnes. Parce que, une fois posé sur la plage, c'était plus facile de mener ce questionnaire qui était assez long et on ne pouvait pas vraiment le faire à la volée ou alors sur des gens qui étaient en train de déjeuner au restaurant, c'était toujours un petit peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'était plutôt aller à la rencontre des gens qui étaient sur la plage, des professionnels qui exerçaient des activités commerciales entre deux clients et après l'enquête en ligne. On n'a pas pu faire d'enquête téléphonique parce que plus compliqué aujourd'hui d'avoir les 06
pour nous, c'était à notre niveau compliqué. Donc, on s'est basé sur l'enquête en ligne, réseaux sociaux et aller directement à la rencontre des personnes sur le terrain. Et Donc, alors, le questionnaire était le même en ligne et en face à face, Oui. construit de la même manière. Et justement, alors il y a Jean-Rémy Bravo du Parc marin de la Côte Bleue qui demande s'il est possible d'avoir les questionnaires, mais ça, j'imagine qu'il peut se mettre en contact avec vous pour les obtenir. Et il se demande si des pêcheurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ont été atteints ou pas par cette enquête. Alors oui, justement, concernant les pêcheurs, au final, ça a été au niveau des résultats, les pêcheurs font partie des résidents parce que ben, quand j'allais à l'encontre de pêcheurs, mais en fait je le savais pas dès le début. Et après c'est au niveau de la question de leur activité, là ils m'ont dit bah, qu'ils pêchaient et du coup je les ai pas comptés en tant que professionnels en lien avec la réserve, mais directement en tant que pêcheurs. après, c'est vrai qu'au niveau des pêcheurs professionnels, là, on n'a pas eu d'enquêter au niveau des pêcheurs pros parce que beaucoup plus difficile à avoir, on va dire, sur le terrain. Parce que quand bah, nous, on allait sur le terrain, eux, ils étaient déjà rentrés ou ils étaient déjà partis. Ou alors, ils étaient occupés sur le bateau voilà, à ranger, à vider de poissons et autres. Donc, c'est vrai que les pêcheurs qu'on a eus, c'était au niveau des résidents sur des enquêtes en face à face ou alors enquête en ligne, mais ils l'ont précisé en tant que résident, mais pas en tant que pêcheurs professionnels. Et justement, est-ce que parmi les quelques pêcheurs que tu as pu par hasard enquêter, Colline, est-ce que tu as pu dégager un point de vue particulier de leur part sur la réserve? C'est une question aussi de Jean-Rémy Bravo. C'est variable. Voilà, il y en avait qui étaient très contents de la réserve parce que bah, justement, ça leur faisait, ils voyaient qu'il y avait beaucoup plus d'abondance au niveau du poisson. Après, il y en avait bah, qui trouvaient ça bien, mais pas sur leur territoire ou etc. Donc, ça dépendait vraiment des personnes. Ok, merci beaucoup. Et il y a Gilbert David qui avait posé une autre question qui se demande dans quelle mesure les personnes enquêtées ont mentionné le lien entre la réserve et le risque requin. Est-ce que ça a été un sujet abordé lors des enquêtes Au ou qui a final, émergé dans les discussions? au final, ça a été très peu dit. Euh, Et c'était plus au final des touristes qui le mentionnaient parce que bah, forcément les touristes, euh, bah, c'est ce qu'ils avaient en tête de la Réunion. Mais au final, non, au final, ça a été très peu dit, le risque requin. Voilà, j'en ai eu, oui, quelques-uns qui ont reparlé de la crise requin et du conflit qu'il y a eu avec la réserve, etc. Mais ça a été vraiment très peu dit et pour beaucoup, c'était vraiment la protection des récifs et de l'environnement marin plutôt que quelque chose de problématique au niveau des requins, etc. Ok, merci beaucoup, Colline. Je vois pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas à réagir, ceux qui ont posé des questions. Je me suis fait l'intermédiaire, mais n'hésitez pas à réagir. Ah si, nous avons une remarque de la Camargue de Delphine Marobin. L'insuffisance de la surveillance a été mise en avant dans ton enquête. Est-ce que les enquêtés n'ont pas forcément connaissance des données de surveillance effective et donc est-ce que leur jugement, j'imagine, peut être pris au sérieux? Bah, si, si, surtout que bah, du coup, la plupart du temps, quand je leur demandais au niveau de la surveillance qu'est-ce qu'ils en pensaient, donc tout de suite, bah, voilà, c'était non, il y en a pas assez, parce que pour eux, c'est pas assez respecté, etc. Donc, moi, souvent, je leur disais, bah voilà, il y a 6 gardes qui travaillent à la réserve, ils ont tous périmètre, ils travaillent de nuit aussi, leurs missions sont beaucoup plus ciblées sur le braconnage. Et donc, voilà, après, ils comprenaient mieux le fait que bah, ils voient pas les gardes tout le temps sur le terrain à dire aux gens, faut pas marcher sur les coraux, etc. Donc après, voilà, il y avait une discussion où ils comprenaient mieux pourquoi la surveillance a été, et pour eux, bah, pas assez, pas C'est suffisant. assez visible, oui. Donc, en fait, les questionnaires ont été aussi l'occasion de faire de la pédagogie. Tout à fait. Mhm. Et beaucoup m'ont remercié d'avoir pris le temps et voilà, de sensibiliser en même temps, d'expliquer, du coup, c'était très appréciable de se rendre compte que bah c'était pas simplement un questionnaire où il allait avoir des chiffres et des résultats, mais au final les gens, même si au début il y en avait certains qui étaient pas forcément
d'accord pour répondre, mais au final, au fil de la discussion, ils étaient très contents d'apprendre des choses et voilà. Oui, et en complément, comme le disait Colline, on n'a que 6 gardes commissionnés assermentés. Et en fait, ils ciblent principalement certaines missions, certaines pratiques braconnage surtout. Et eux, l'objectif, c'est de pas être vus. Donc, c'est pour ça qu'ils font des missions de nuit, des Tout à plans, fait. ils font des week-ends et tout. C'est pour ça que les gens disent, bon, on vous voit pas, on ne voit pas les gardes. Mais en fait, parce qu'ils ont leurs missions font ils sont là pour faire des missions très ciblées et pour pas être vus. Après, c'est vrai qu'au niveau sensibilisation, éducation, on a une autre équipe, mais ils sont que 3. Et toujours pareil, on manque de moyens. Et donc là, ils sont vus pour le coup, ils vont à la rencontre des gens, mais on n'est clairement pas assez nombreux. Mais voilà, Moi, il je y a... sais que quand on fait la surveillance sur le cantonnement, la première partie, quand on sait vraiment pas être vu, être discret, etc. Mais une fois qu'on a fait notre tour, etc., au contraire, on essaie de faire tout le tour parce que c'est vrai qu'on a tous ces retours-là de dire c'est pas assez surveillé par les pêcheurs, hein, même parfois nous le disent, hein, vous êtes pas assez. Donc, il faut vraiment qu'ils nous aient vus pour le coup, une fois qu'on a vraiment regardé les choses sur place. On essaie de faire ça parce que c'est vrai que voilà, c'est important aussi qu'ils aient confiance en notre présence, mais c'est impossible d'être là partout, effectivement, tout le temps, et on cible tous les choses qui ont le plus de risques d'impact, forcément. Voilà, il faut arriver à faire de la police, de la répression quand il en faut. Et par contre, après, il faut être aussi visible parce que c'est aussi ça qu'on peut nous reprocher. Bien C'est sûr. pas, donc, on a Mm. l'impression qu'on n'est pas là. Mais voilà, c'est ces deux métiers différents, complémentaires aussi. Mais donc effectivement, il y a des personnes qui nous ont dit que vous faites pas assez de surveillance, vous communiquez pas assez. En fait, on le fait, mais on pourrait peut-être le faire plus et mieux, c'est sûr, si on avait plus de moyens. Mais voilà, ils sont pas toujours au courant de nos actions. Peut-être que c'est là où il faudrait qu'on communique davantage. Qu'on Après, connaît- c'est sûr que si on se met à leur donner un calendrier des jours où on est là en surveillance, pas forcément, c'est contre-productif. En tout cas, avant que ça arrive. Il y a une question supplémentaire qui a été posée par Léo Broudic, qui se demande dans quelle mesure le lien un peu terre-mer est ressorti aussi pendant les enquêtes. Je vous la lis. Est-ce que certains usagers ont souligné les limites d'influence de la réserve, notamment sur les questions du bassin versant? Ils pensent notamment au fait que la pollution de l'eau récifale n'est pas dépendante des politiques de la réserve, mais celle des pouvoirs publics, et que la réserve aurait tout à gagner à pouvoir être écoutée sur les questions d'aménagement du territoire. Est-ce que c'est des sujets qui ont émergé des diverses enquêtes? Oui, au final, euh, les enquêtés, ils disaient pas directement, voilà, la gestion du bassin versant, mais au niveau de la pollution, beaucoup m'ont dit, voilà, la pollution dans les ravines et dès qu'il y a des pluies, c'est une catastrophe. Voilà, ils sont vraiment au courant que ce qui se passe en amont touche directement le lagon. Donc après, au niveau des scientifiques, ça a été beaucoup ressorti. Forcément, ils sont plus au courant, mais voilà. Je sais pas. Après, juste, on a vu que la pollution venait en un dans les menaces. C'est pas forcément la pollution plastique, hein, parce que tout de suite on imagine plage, tortue et plastique. C'est pas celle-ci qui est le ressorti le plus dans les enquêtes, justement. Quand Pauline parlait de pollution, c'était plutôt pollution ravine, voilà, déchets dans les ravines qui finissent dans la mer, Beaucoup la crème solaire aussi. crème solaire, bassin versant. Donc voilà, c'était plutôt ce volet-là de la pollution qui arrivait en numéro un. Il y a Julie Marty qui souhaite poser une question. Je la laisse allumer son micro. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je suis doctorante et je fais une thèse sur les aires marines protégées en Méditerranée. Et en Alors, fait, les aires on marines t'entend pas sont, très, très bien. Est-ce que tu peux parler plus fort ou te rapprocher de ton micro? là, ça doit être mieux, non? Ouais. Ok, super. Et du coup, donc, je fais une thèse sur les aires marines protégées en Méditerranée et je viens de La Réunion, donc je comprends bien toutes les problématiques locales. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez des conflits d'usage sur le territoire, par exemple vis-à-vis des pêcheurs, plongeurs? Est-ce que des fois, vous avez des conflits qui sont remontés à la réserve et comment vous arrivez à gérer ces conflits? Et la deuxième, c'est est-ce que quand vous avez fait ces questionnaires-là, la population était collaborative? Je pense par exemple aux pêcheurs récréatifs.
Je sais qu'il y a un problème parfois de braconnage dans la réserve. Comment faire face à ces pêcheurs? Est-ce qu'ils sont collaboratifs? Voilà, est-ce que vous avez senti une méfiance vis-à-vis de la réserve ou justement un élan de collaboration entre les différents répondants? Merci. Si je vais répondre pour les conflits, donc bien évidemment, oui, on a des conflits, hein, comme dans tous les territoires où il y a une multitude d'acteurs qui se superposent au même endroit. Conflits entre les pêcheurs du bord et les plongeurs à capaoucé qui se font harceler par les lignes de pêche, on en a tous les jours. Entre les plongeurs et les chasseurs sous-marins, entre les kitesurfers et les baigneurs. Donc ça, on a beaucoup forcément de conflits d'usage entre les différentes catégories. Donc ça nous est remonté en direct, par mail aussi, ou quand on va dans des réunions. Après, voilà, nous, on essaye de leur expliquer un petit peu la réglementation, qu'il faut partager l'espace, même si c'est pas toujours évident. Voilà, on compte sur la coopération et le bon sens de chacun, mais c'est pas, voilà, quand vous avez sur un territoire où la pêche, la plongée sont autorisées, ils sont tous dans leur bon droit, c'est une question voilà, de bon sens et d'essayer de pas lancer son fil sur le plongeur ou le plongeur, quand il voit des fils, de se détourner pas, pour pas tirer toutes les lignes de pêche. Donc ça, on en a, mais c'est sûr que c'est pas évident à régler. Et après, sur la coopération des pêcheurs, donc c'est plutôt les pêcheurs dans les enquêtes, ils ont plutôt bien Oui. collaboré. S'ils ne voulaient pas collaborer, ils disaient non directement. Après, c'est vrai que du braconnage, il y en a. On essaye de lutter contre, mais voilà, les pêcheurs, si les braconniers, si on lutte contre les braconniers, voilà, ils sont satisfaits, hein. Après, si on laisse les braconniers piller le lagon, c'est sûr que ils vont dire, mais pourquoi est-ce que vous venez me taper sur moi, petit pêcheur, et vous n'allez pas attraper le braconnier qui, cette nuit, a fait 30 kilos de poisson? Alors après, nous, on a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas communiquer sur les actions de police qu'on mène, et on ne peut pas communiquer sur les affaires en cours. Donc, tant qu'une affaire n'a pas été jugée, on ne peut pas communiquer. Autant avant, dans le passé, on faisait des posts réseaux sociaux avec, on étalait toutes les prises d'une soirée où on voyait les poissons, les perroquets, les langoustes. Et ça, c'était des images chocs et ça parlait. Et on voyait bien que la réserve, voilà, même si on la voyait pas travailler et lutter contre le braconnage, aujourd'hui, on ne peut plus faire ce type de communication. Donc, c'est vrai que ça nous déterre beaucoup parce que ils pensent que on fait plus de prises et on n'attrape plus de braconniers, alors que non, on en attrape toujours, mais on ne peut plus communiquer sur les affaires en cours. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà, ils sont pas au courant de forcément toutes les missions de police qui sont faites. On a beaucoup de missions de police conjointes avec le autre service aussi, les affaires maritimes, avec la BNOI et autres, mais on ne peut pas vraiment communiquer pour l'instant dessus. Donc, voilà, on essaye toujours dans le discours de leur expliquer que non, il y a quand même des contrôles, des actions ciblées qui sont menées sur le braconnage surtout. Ça, c'est notre priorité de mission, c'est lutter contre le braconnage en ce moment. Et donc, voilà, c'est essayer de leur faire comprendre. Mais voilà, quand on leur explique et qu'ils savent qu'on leur dit, voilà, il y a eu des missions, on a attrapé plusieurs braconniers sur plusieurs nuits d'affilée, bon, là, ils comprennent que, qu'il y a quand même des actions qui sont menées et qu'ils sont plutôt coopératifs. Enfin, Ok. c'est même des Et pros aussi. je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des permis pour la pêche de loisirs dans la réserve? Non. Alors, pas vraiment permis. Il y a une carte, on va dire, une carte de pêche, mais uniquement pour trois types d'activités. C'est ce qu'on appelle, certainement tu connais Cité de la Réunion, c'est la pêche traditionnelle à pied, qui se pratique que dans les lagons. Donc, c'est la pêche au bâton pour pêcher le zourite, le poulpe, la pêche à la golette, donc à la canne, sans moulinet pour pêcher le macabie ou les autres petits poissons, et la pêche au capucin, donc avec un filet, une petite scène de plage pour pêcher les capucins, donc c'est un peu les rougets. Donc ça, c'est des pêches de loisirs à pied traditionnelles. Donc là, il y a 800 cartes de pêche qui sont distribuées chaque année par la direction des affaires maritimes, de la DMSO ici. Et il faut que ce soit des personnes qui résident dans les communes de la réserve. Et ils doivent Ok. déclarer leur capture. Il y a seulement ce type on va dire, de licence, voilà, ce carte de pêche dans la réserve. Il n'y a pas
Il n'y a pas de licence pour les autres pêches de loisirs. Après, il y a les pêcheurs pros qui ont une carte, une licence qu'ils appellent licence réserve, mais qui a été mise en place par le Comité régional des pêches. Et voilà, mais qui n'a rien à voir avec la réserve, hein. C'est juste eux, ils font payer cette licence qui s'appelle réserve pour que les pêcheurs pros puissent pêcher dans le périmètre de la réserve. Ok. Et du coup, vous avez une idée de ce que représente la pêche de loisirs dans la réserve? Alors, pas globalement. Justement, la pêche traditionnelle à pied dans le lagon, on sait, parce qu'ils nous déclarent leur capture, mais surtout, nous, on fait un suivi. On va à la rencontre chez des pêcheurs, on mesure et on pèse chaque prise. Donc, on a une idée. On travaille en collaboration avec l'Ifremer aussi, qui nous appuie sur l'analyse des données. Et donc ça concerne que ce type de pêche. Et on n'a pas de données aujourd'hui sur la pêche embarquée, la pêche sous-marine et la pêche du bord. Donc ça, c'est trois pêches loisirs qui s'exercent, mais sur lesquelles on n'a pas vraiment de données. Donc là, on va essayer de lancer un projet pour suivre maintenant ces trois types de pêche, pour avoir une vision globale de l'effort de pêche, de la pêche de loisirs. Et après, la pêche professionnelle, donc ça, c'est suivi par le Comité régional des pêches, mais avec quand même des difficultés à distinguer les prises qui ont été faites dans la réserve et les prises qui ont été faites à l'extérieur, parce qu'on ils partent à la journée et ils notent pas forcément ce qu'ils ont pris dans la réserve ou hors réserve. Donc, plus compliqué à suivre. Ok, merci beaucoup. Merci. Et alors, je vois deux questions de main levée, Gilbert et Nolwenn. Je vais commencer par Nolwenn. Est-ce que tu veux prendre la parole et poser une question? Oui, bonjour. Donc déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Et je reviens par rapport à ma question sur la façon dont a été diffusé le questionnaire. En fait, pour mettre un petit contexte, nous actuellement, on a une stagiaire qui travaille sur un diagnostic d'ancrage territorial et en parallèle, elle fait une enquête de perception. Et en fait, on s'est posé la question de comment diffuser l'enquête et notamment sur nos réseaux sociaux. Mais on avait peur que ça touche que des personnes, entre guillemets, convaincues, déjà sensibilisées. Et du coup, je voulais savoir si vous étiez aussi posé la question et si vous aviez pris ça en compte ou pas dans votre analyse. Alors après, sur les 300 personnes, ça fait déjà un beau nombre, je trouve. Peut-être que sur les 300 personnes, vous avez estimé qu'il y avait, c'était bien représentatif. Enfin, nous, on s'est posé la question, donc on savait pas trop. Voilà. Oui, du coup, le fait que ce soit diffusé, forcément, on va plus s'attendre à ceux qui suivent la réserve. Mais après, voilà, on savait qu'il y allait avoir des enquêtes en face à face sur le terrain. Et là, au final, sur le terrain, en allant sur du Cap Laossé jusqu'à Étang-Salé, ça fait quand même une bonne zone. Au début, on s'était dit qu'on voulait faire un peu sur l'ensemble de la Réunion, mais pour toucher vraiment tout le monde. Mais bon, c'était vraiment un peu compliqué. Et donc déjà, le fait d'aller sur la plage, plusieurs plages de toute la côte, au moins, il y avait vraiment tout type d'individus qui connaissaient du moins bien, il y avait vraiment de tout. Ouais, ok, merci. Et du coup, sur les 300 personnes, vous avez à peu près rencontré combien de personnes en direct? Juste pour savoir si vous savez. Hein. 162. Ah oui, ok, d'accord quand même. Ouais, donc, ok, ça marche. Merci beaucoup. On a une antenne Réunion qui est venue. Un média local. Ouais. D'accord. Qui est venue faire une petite interview avec Anne-Laure et filmer la feuille avec le QR code et en parlant de l'enquête. Ok, d'accord, très bien. Ok, merci. Ça a permis de cibler, on va dire, un peu tout le monde à La Réunion et pas que les personnes qui suivent la réserve. Ouais, ok. Ça marche, merci. Et donc, ensuite, nous avons Gilbert qui souhaite poser une question. Oui, c'était. Vous avez dit tout à l'heure, bonjour d'abord, pardon. Vous avez dit tout à l'heure que vous pensez que ce type d'enquête était important pour pouvoir agrandir la réserve et puis, disons, un petit peu mesurer, enfin, savoir si des mesures qui peuvent mettre à mal l'acceptation sociale de la réserve peuvent être prises. Est-ce que le fait que vous ayez pris des résidents sans vraiment cibler les différents types d'acteurs, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour aboutir à ça?
Parce que moi j'avoue que si on travaille sur l'acceptation sociale, l'opinion publique, vu qu'elle est pas tellement, enfin, elle gêne pas, quoi, hein. Vous pouvez faire ce sont plutôt des gens qui sont potentiellement, qui vont s'opposer aux mesures qu'il faut prendre en compte et qu'il faut étudier. Et si j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment dans votre échantillon là des gens qui sont susceptibles de s'opposer, quoi. De la même manière, agrandir la réserve, avoir l'opinion publique, vous êtes sûr que ça sert à quelque chose? C'est une information, mais c'est pas crucial pour savoir si l'agrandissement des zones sanctuaires seront importantes ou pas, enfin seront acceptées ou pas. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut plutôt là cibler sur les gens qui sont faites une zone sanctuaire, les pêcheurs ne seront pas forcément d'accord. Est-ce qu'il ne faut pas dans ce cas-là cibler sur les pêcheurs plutôt que regarder l'opinion publique ou alors interroger les touristes sur la plage? Voilà, telle est ma question. Alors, pour répondre à votre question, la dernière enquête de perception qui avait été réalisée sur le périmètre de la réserve remonte à la crise requin. La crise requin qu'on avait eue dans les années 2010. Et il n'y avait pas eu depuis de nouvelles enquêtes de perception. Donc, c'est pour ça qu'on voulait un petit peu avoir le ressenti de la population. Et bien sûr, comme souvent, c'est toujours, on va dire, les personnes qui sont plutôt opposées qu'on entend, ceux qui crient le plus fort, mais qui ne sont pas forcément les plus nombreux. Et on souhaitait avoir, via cette enquête de perception, un petit peu l'avis du plus grand nombre et souvent des personnes qui n'osent pas prendre la parole et qui n'osent pas parler. Parce qu'on entend souvent des personnes plutôt anti-réserve s'opposer à tel ou tel projet, telle ou telle mesure. Mais on s'est rendu compte sur le terrain, en discutant avec le grand public ou avec les professionnels, que ça ne reflétait pas forcément l'opinion de tout le monde. Donc, c'est pour ça que cette enquête, elle permettait justement d'aller à la rencontre des personnes qui fréquentent la réserve, des personnes qui étaient un petit peu plus loin, des scientifiques, des professionnels qu'on n'entend pas forcément tous, toujours pareil, on entend souvent les mêmes, et il y en a qu'on n'entend pas forcément. Donc, c'était important pour nous de connaître l'avis du plus grand nombre. Et voilà, après, c'est vrai que le choix s'est fait via une enquête en ligne pour essayer de toucher le plus de monde, mais on pouvait toucher autant les gens qui sont contre que les gens qui sont pour via cette enquête. Après, on est allé à la rencontre de personnes qui n'étaient pas favorables à la réserve, d'autres qui étaient favorables, d'autres qui n'avaient pas forcément d'opinion. Voilà, on n'a pas ciblé que des personnes, on va dire, pro-réserve. Et après, oui, forcément, les zones sanctuaires, alors c'est vrai que Colline n'a pas dit, les zones sanctuaires, c'est des zones où toute activité est interdite, y compris la nage ou la navigation. Personne n'y pénètre. Comme ça, tout le monde est mis au même niveau. Il n'y a pas un tel est autorisé, moi je ne suis pas autorisée. Là, tout le monde fait l'effort de ne pas y pénétrer, de laisser justement ces zones de quiétude pour la faune et la flore marine. Et on a dans les résidents, il y a justement des résidents qui vont à la plage tous les jours, qui habitent au bord de l'eau, ou qui pratiquent une activité dans la réserve, et du coup ils sont directement, ou les professionnels même, qui sont directement concernés par ces zones de protection intégrale. Donc, et forcément, les touristes le sont moins. Ils peuvent l'être au moment où ils viennent dans la réserve pratiquer leur activité. Mais c'est vrai que sur le panel des résidents et des professionnels qui exercent dans la réserve, eux, ils sont directement influencés, ils vont être soumis à ces zones de protection intégrale. Et voilà, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils les connaissent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils pensent qu'elles marchent? Est-ce qu'ils connaissent leur rôle? Est-ce qu'ils pensent qu'il faudrait les agrandir, les déplacer? Voilà, c'était un petit peu avoir le ressenti de cette catégorie d'usagers qui est fondue dans la masse, mais dans la masse résidents et professionnels qui, eux, sont directement liés à leurs activités et à ces zones de protection intégrale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, si, merci. Juste un petit commentaire aussi. Bon, l'enquête de perception précédente, c'est moi qui l'ai faite, donc c'était plus récent. Mais un truc, c'est que je suis pas convaincu non plus. Dans les enquêtes de perception, il y a des choses qui passent bien par questionnaire. Il y a des choses qui passent pas. Dites-vous que quand on répond à un questionnaire, on va parfois répondre, on adhère ou on n'adhère pas aux questions que vous avez posées vous. Et quand on veut vraiment avoir ce que les gens ont dans la tête, il faut passer par d'autres techniques que le questionnaire.
Donc le questionnaire fait des choses, mais il fait pas tout. Et on a trop tendance à dire dans la littérature, on voit ça, hein, on fait des enquêtes par questionnaire parce que c'est facile après à reproduire, ça fait des chiffres, ça fait des publis, etc. Mais parfois des entretiens ou nous ce qu'on avait fait pour l'enquête de la perception sur les requins, on était passé par des graphes cognitifs. Ça permet d'avoir d'autres types d'informations et qui sont un petit peu plus pointues, quoi. Voilà. Et- Merci. Bien, merci beaucoup à tous. Je ne vois pas d'autres réactions ou d'autres questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Merci beaucoup, Colline, pour ta présentation. Et merci à Anne-Laure aussi pour avoir répondu à une partie des questions. Ce webinaire est enregistré, donc il sera mis en ligne d'ici la fin du mois environ sur la page YouTube de J-Sommaire, si vous voulez le retrouver. Et puis, n'hésitez pas à contacter donc Colline ou Anne-Laure si vous voulez plus d'infos sur l'enquête et les résultats et obtenir le rapport. Demain a lieu un autre webinaire du J-Sommaire, le numéro 6. Ce sera Pascal Provost, conservateur de la réserve des 7 îles, qui va nous parler du processus d'extension qui a abouti l'année dernière par l'agrandissement de la zone protégée par la réserve. Donc il est encore temps de s'inscrire par le même lien si vous voulez y assister demain à 11h. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.